Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce deuxième webinaire d'Avril Ecophyto Recherche et Innovation portant sur la gestion des adventices et plus largement les mesures préventives. Je suis Caroline Beautout de l'équipe Animation Ecophyto Recherche et Innovation avec Sonia Lequin qui doit être parmi nous aussi. Oui, bonjour. Ah oui, je ne te voyais Caroline. pas à l'écran. Ce que je vous propose, c'est que le temps que tous nos inscrits nous rejoignent, j'en profite pour vous faire un petit point sur le contexte général de ce webinaire et puis sur la technique, notamment le module questions-réponses. Alors, hop, ce webinaire s'inscrit dans une série de 4 webinaires qui auront lieu tous les jeudis d'avril 2024 de 13h30 à 15h, avec une thématique différente à chaque session. Chacun de ces webinaires a pour objectif de présenter les résultats finaux de projets issus d'appels qui ont été cofinancés par Ecophyto Recherche et Innovation et que nous n'avions pas eu l'occasion jusque-là d'associer à nos événements de valorisation, donc jusqu'à aujourd'hui. Ces appels à projets sont Eranet Suscrop 2018, le CASDAR Innovation et Partenariat 2017 et le CASDAR Semences et Sélection Variétale 2017 aussi. Je ne vais pas détailler ces appels dans cette présentation. Vous aurez à disposition ce PowerPoint à l'issue du webinaire dans le chat. Et ce n'est d'ailleurs pas le seul support que vous aurez à disposition. Ouh là là, voilà. Puisque vous avez dès à présent un livret de présentation qui vous a été normalement diffusé par email hier, je crois, et qui est disponible sur Ecophytopie. Il y aura une synthèse écrite des différentes présentations de ce webinaire et de chacun des webinaires, donc qui est faite par Sybille de Tarlet, que je salue, qui était dans la précédente équipe animation Ecophyto Recherche et Innovation. Et très contente de retravailler avec Sybille. Voilà. Et vous aurez aussi le replay de la session sur notre chaîne YouTube. Et puis, alors plutôt apparaître fin mai, le temps qu'on puisse produire tout ça, vous aurez les actes des webinaires qui compileront en fait toutes ces sorties dans un seul support. Voilà. Et pour ceux qui regarderont le replay de cette session, vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Alors, je vous fais un petit rappel du programme de cette session. Donc, pour introduire les enjeux scientifiques de ce programme, nous écouterons Caroline Gibert et Agnès Langlois du CSORI. Ensuite, nous aurons la présentation de 3 projets. Donc, nous commencerons par celle du projet européen ACDC WIDS par Marie-Hélène Robin, puis celle du projet Capable par Enguerrand Burel, et enfin celle du projet Chababri par Cindy Maurice. Nous aurons ensuite le plaisir d'accueillir Philippe Cousinier, qui nous parlera de l'engagement de l'enseignement agricole dans la gestion des adventices et le développement de méthodes alternatives. Et dès à présent, je laisse la parole à Agnès et Caroline pour introduire les enjeux scientifiques de ce webinaire. Bonjour. Donc, comme Caroline nous l'a rappelé, effectivement, chaque webinaire va avoir un axe directeur. Et là, donc, ce qui va nous mobiliser pour ce webinaire-ci, c'est d'essayer de se mettre en perspective d'une gestion préventive et agroécologique des adventices et des maladies. Donc juste, je me présente, je suis Caroline Gibert, je suis responsable de l'activité agroécologie biodiversité à Solagro et membre du CSORI pour mon second mandat. Donc c'est une mission qui me tient particulièrement à cœur pour la richesse et la diversité des membres qui y sont présents, la diversité des métiers représentés également, chercheurs, ingénieurs, institutionnels et des disciplines qui s'y croisent, entre agronomes, écologues, médecins, nutritionnistes, sociologues, économistes, avec pour tous cette volonté d'accompagner et d'encourager les consortiums scientifiques élargis dans des projets euh, qui se veulent un peu précurseurs en fait sur des sujets novateurs sur cette question complexe et ô combien d'actualité de la réduction des produits phytosanitaires pour atteindre les objectifs qui nous incombent en la matière. Euh, le CSORI, du coup, contribue à cet objectif par le biais de financement soit de la totalité des projets, dans le cadre d'appels à projets propres, ou de cofinancement, comme c'est le cas aujourd'hui pour des sujets qui vont vous être présentés par la suite. Donc, en première partie de cette introduction,
en gros, là, la carte mentale qui est présentée, c'est juste pour vous rappeler, euh, en gros, les grandes étapes de la gestion agroécologique des adventices, avec différents objectifs recherchés. Donc, toutes les mesures qui vont être mises en place en termes de prophylaxie ou en termes d'action sur le stock semencier pour justement éviter en fait la levée de ces adventices afin qu'elles ne viennent pas en concurrence avec les cultures principales et qui pourraient avoir des conséquences pour les revenus des agriculteurs. Et toutes les stratégies qui vont consister à éviter en fait le fait que ces adventices lèvent en même temps que la culture principale et les actions ensuite, une fois que ces adventices sont en place, les actions finalement sur les adventices ou l'atténuation en culture et la lutte curative. Donc vous avez ici quelques plantes adventices ou mauvaises herbes qui sont ici présentées dans les projets qui vont vous être présentés par Marie-Hélène et Enguerrand. Donc le chardon des champs, le laiteron des champs ou encore une graminée ici. Et le rumex, par exemple, l'oseille crépue qui est ici présente. Donc sur la diapositive suivante, j'ai déroulé en fait chacun de ces objectifs en sous-actions et en sous-action mobilisable par les agriculteurs. Donc l'idée là, c'est qu'il y a pléthore en fait d'actions possibles pour lutter contre ces adventices en jouant soit par le biais de la rotation, soit par le biais de mise en place de couverts, par le fait aussi d'alterner de la lutte mécanique avec de la lutte biologique, comme par exemple le fait de faire pâturer ces couverts. Toutes ces propositions d'action, en fait, sont mobilisables à certaines conditions en fonction des types de sols, etc. Et juste un petit mémo, ces adventices, en fait, sont aussi le support à la biodiversité. Donc, tout va être question de compromis et de seuil acceptable, en fait, et tolérable dans les champs pour justement pouvoir allier production agricole et préservation de la biodiversité. Et une composante importante ici qui n'est pas mentionnée, c'est que toutes ces actions vont être susceptibles de s'accompagner aussi d'accompagnement des agriculteurs à ce changement vers la réduction des phytos, donc via des techniques comme la télédétection, des outils d'aide à la décision ou encore des ateliers de co-conception pour vraiment être dans une approche participative, le tout se basant sur de la reconnaissance et de l'observation d'espèces, pardon, des plantes sur le champ. Donc, je vais laisser ma collègue Agnès Langlois vous présenter la suite et je vous dis à tout à l'heure. Merci Caroline. Donc je prends le relais. Je suis du coup effectivement Agnès Langlois. Je travaille du coup chez Astredor, l'Institut des techniques des professionnels du végétal. Et pour compléter les propos de Caroline, effectivement, j'ai refait un petit point plus spécifique sur la partie contrôle des maladies, que j'appellerais également aussi contrôle sanitaire, sachant que sur ce sujet-là, effectivement, dans la plupart des cas, et ceci d'autant plus lorsqu'il s'agit de bactéries ou de virus, il faut prendre en compte le fait que les solutions de contrôle existantes sont souvent très limitées ou avec une efficacité en tout cas variable, avec parfois des risques de résistance, ou à contrario, elles peuvent être parfois très radicales avec des obligations de destruction lorsqu'il s'agit d'organismes de quarantaine. Donc les mesures préventives sont souvent, bien souvent, les plus pertinentes pour contrôler les maladies. Aussi, en premier lieu, l'approfondissement des connaissances du ou des bioagresseurs, donc, parce que souvent, ça ne s'agit pas que d'un seul pathogène, mais bien souvent de complexes de pathogènes. Il nous faut passer par la mise au point d'outils de diagnostic et puis l'application de mesures prophylactiques. Donc un matériel sain au départ, la désinfection, parfois de matériel de culture. Tout ça, ce sont des préalables pour moi indispensables à la réussite déjà d'un contrôle efficace. Et à ces mesures s'ajoute ce qu'on appelle
dans notre jargon parfois de terrain, des bonnes pratiques culturelles, des bonnes conduites culturelles. Et là, on doit effectivement avoir une stratégie le plus possible, là encore, d'évitement pour ne pas que la maladie se déclare ou en tout cas la retarder le plus possible. Donc le projet Chababri, qui va être présenté par Cindy Morris du coup d'INRAE, et qui porte sur justement le chancre bactérien en verger d'abricotier. Et pour moi, ce titre très, très pertinent, car il analyse justement de manière très fine tous les facteurs de culture pouvant influencer la maladie. Et ils parviennent du coup ainsi à une hiérarchisation des moyens de prophylaxie. Et c'est aussi très pertinent en termes de résultats, puisque ça remet même en question l'intérêt d'analyses bactériennes pratiquées avant la commercialisation des plants dans le contexte de la certification. Donc, mais ceci nous sera présenté plus finement, mais m'a beaucoup interpellée par rapport justement aux conséquences vis-à-vis de la profession. Donc, sur le plan des perspectives, je me permettrai aussi d'ajouter une ouverture, on va dire, du sujet, car beaucoup de travaux aussi sont actuellement menés sur la recherche de micro-organismes bénéfiques contre les agents pathogènes, justement. Et bien souvent, il s'agit de complexes de pathogènes. Donc, il est établi que beaucoup de pathogènes vivent et interagissent avec d'autres micro-organismes, donc des bactéries, des champignons, des protistes, des virus, au sein d'une vaste communauté, dans un réseau complexe d'interactions pouvant influencer ou même être le moteur directement des processus de développement des maladies. On parle de ce nouveau concept de pathobiome qui se détache clairement aujourd'hui. Et ce pathobiome représente effectivement la prise en compte globale du ou des pathogènes intégrés au sein d'un environnement biotique complexe, le biotope, le microbiotope associé à l'hôte considéré, sous l'influence des facteurs environnementaux. Donc, je laisse la parole à Cindy Morris pour justement nous apporter plus d'éléments sur ce projet de Chababri. Alors, on va d'abord démarrer par la présentation d'ACDC 8 par Ah oui, Marie-Hélène pardon, Robin et pardon, Cindy Moritz excusez-moi. interviendra un petit peu plus tard, mais elle arrive, elle arrive. À la fin. Donc, nous À la verrons fin. plus par son intervention. Toutes mes excuses. C'est bien, ça fait un petit teasing. C'était ma première. Je t'en prie, c'était parfait. Marie-Hélène, Oui, je vous laisse la parole. Je vais arrêter mon partage et c'est à vous. bonjour à tous. Donc, Marie-Hélène Robin, je suis donc enseignant-chercheur à l'école d'ingénieurs de Purpan et également je suis chercheur associé à l'INRAE, à l'UMR Agir. Et donc, je vais vous parler un petit peu de ce projet ACDC Weeds. Donc, moi, je n'ai participé qu'à une seule tâche, mais je vais vous parler des résultats sur plusieurs tâches. Donc, le projet ACDC 8, ça veut dire, alors ACDC, on a eu beaucoup de succès avec ce titre, hein, ça veut dire appliquer et conjuguer la perturbation et la compétition pour une gestion agroécologique des adventices vivaces rampantes. Donc, c'était un projet européen financé par SUS Crop Eranet 2019-2022. Et ce projet, il implique, vous devez le voir sur le côté, si j'enlève ça, ça le verra mieux. Ce projet, il implique il impliquait 7 partenaires de 5 pays européens, donc plutôt du nord de la France, de l'Europe, pardon. Donc, l'objectif du projet ACDC 8, c'était de mettre en œuvre une gestion agroécologique plus efficace et de meilleure qualité contre les adventices vivaces rampantes dans les cultures arables, hein, pas en arbo, et en diminuant le labour et en remplaçant l'utilisation donc du glyphosate, puisque en effet, on peut dire que la réduction des intrants et la réduction du travail du sol, elle a permis d'observer un fort retour des adventices, en particulier des adventices vivaces. Et les espèces qui étaient ciblées dans le projet ACDC, c'est les 3 adventices vivaces finalement qui étaient les plus notées, les plus problématiques dans les cultures arables d'Europe centrale et d'Europe du Nord. Donc le chardon, Cirsium arvincé, le laiteron, Soncus arvensis, et le chiendent, Elytriga repens. Et donc, voilà. Et donc, vous voyez qu'il y a plusieurs tâches qu'on voit sur la gauche. Et donc, moi, je vais vous parler
la tâche dans laquelle j'étais affectée, qui est la tâche modélisation. Je vous parlerai un peu de la tâche espèce, où on verra un petit film qui a été fait, et puis on verra très brièvement la tâche compétition. Donc, je ne vais pas vous parler aujourd'hui de toutes les tâches, ce serait beaucoup trop long. Donc, pour la tâche modélisation, donc pour répondre à la diminution, alors nous, on pensait au retrait du glyphosate, mais c'est que la diminution d'utilisation du glyphosate et la désintensification du labour profond, un des moyens de recherche pour comprendre les impacts de ce changement de pratique, c'était la modélisation pour explorer les différents systèmes et la gestion des solutions qui pouvaient être favorables à la gestion de ces adventices vivaces. Et donc, des outils de modélisation nous ont semblé donc nécessaires pour aider les agriculteurs à comprendre quelles périodes étaient les plus favorables pour intervenir, quels outils recommander, quels systèmes de culture recommander, etc. Alors, les exemples de modélisation d'espèces annuelles, ils sont fréquents. Par contre, les vivaces, on s'est rendu compte que ça résistait un peu à la modélisation parce qu'ils ont un fonctionnement différent en termes de germination, de propagation, de maintien dans le sol, de mode de vie clonal, de stockage souterrain, etc. Et en plus, il existe très peu de données quantitatives sur vraiment sur ce qui se passe, par exemple, sur les parties souterraines de ces vivaces. Donc, on a opté pour une modélisation qualitative qui pourrait être utilisée justement pour surmonter ce manque de données quantitatives lorsque les expertises ou les connaissances sont plus faibles. Et donc, le cadre de modélisation qui a été retenu, c'est le cadre de modélisation IPSIM, sur lequel on travaille à l'INRA de Toulouse avec Jean-Noël Auberto. Et IPSIM, ça veut dire Injury Profile Simulator. Et c'est donc une plateforme de modélisation qui permet, comme vous le voyez ici, de partir d'un problème complexe. Donc ici, par exemple, notre problème complexe, c'est les infestations en chardon. Pourquoi il y a des infestations en chardon, en quoi c'est dû, etc. Et on désagrège ce problème complexe en sous-problèmes qui sont plus faciles à traiter. Tous les attributs sont qualitatifs. On utilise donc la méthode DEX, donc une méthode qui permet donc de créer des modèles hiérarchiques multi-attributs en décomposant un problème. Et on utilise le logiciel DEXI pour mettre en forme. Et pour construire des modèles, par exemple le modèle chien dent dont je vais vous parler, le modèle pardon, chardon qui a été modélisé, la construction du modèle se fait en 4 étapes. D'abord, on définit les attributs, puis les échelles, on construit des tables d'agrégation et on évalue la qualité prédictive de notre modèle. Et donc, pour le modèle chardon, il y a 33 attributs. Donc, vous le voyez ici sur la droite. On a estimé que le modèle chardon, le chardon, les infestations finales, elles étaient dues aux pratiques culturales et à l'environnement au printemps. Et grâce à des algorithmes, le modèle calcule des poids pour chaque attribut. Donc, les pratiques culturelles et l'environnement, vous voyez, ça faisait à peu près 50% pour chacun de ces deux attributs principaux. Ensuite, on a décomposé, par exemple, ici, vous voyez les pratiques culturales. Donc, je suis désolée, c'est écrit en anglais. Alors, ça peut être l'utilisation de prairies, l'utilisation d'herbicides, le travail mécanique du sol, la compétitivité de la culture. Et donc, le modèle nous a construit, les algorithmes nous ont sorti que, par exemple, l'utilisation des herbicides, ça pouvait compter pour 33% dans l'efficacité des pratiques culturales, le travail mécanique pour 34%, etc. Euh, alors, le modèle, il est basé sur des fonctions de type si alors. Par exemple, si on utilise un herbicide, si on utilise une prairie et si on utilise un travail mécanique, alors les pratiques culturales seront plus ou moins favorables. Donc, on a évalué la qualité prédictive de notre modèle avec à peu près 170 jeux de données et ça nous a permis de voir que notre modèle, il tournait quand même relativement bien, puisque la qualité de prédiction du modèle, la précision, elle est quand même presque de 80%. Ça veut dire que dans 80% des cas, les données simulées et les données observées sont dans les mêmes classes. Et donc, ce modèle, il peut être utilisé comme un outil d'aide à la décision ex ante, donc avant la mise en place de la culture, ou ex post pour comprendre pourquoi on a des infestations de chardon. C'est ce qu'on a fait, par exemple, ex post avec à l'INRA de Dijon pour comprendre les infestations de chardon sur leur plateforme.
Ça peut être aussi pour concevoir donc, des systèmes moins dépendants en herbicides et moins dépendants, bien sûr, aussi au labour. Et également, c'est un outil de transfert. Donc, on l'utilise pour les agriculteurs. On l'utilise beaucoup pour les étudiants ici à l'ENSAT, puisque je suis moi-même enseignant-chercheur. Et là, je vais vous montrer qu'on a fait une sortie de notre modèle sous AirShiny. Donc, je vais juste m'échapper et pouvoir, j'espère, partager peut-être. Non, ça ne marche pas. Ah oui, alors, je vais donc, je vais faire ça, tant pis. Arrêter le partage. Attendez, je ne sais pas si ça marche, mon histoire. Partager l'écran, ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Peut-être. Voilà, il est là. Donc là, on a donc une sortie de notre modèle sous AirShiny. Et vous voyez que j'ai déjà commencé à remplir. J'ai mis l'infestation initiale, j'ai mis quel était le climat au printemps, la pluviométrie, les pratiques. Donc je lui ai mis qu'il n'avait pas de prairie, je lui ai mis qu'il avait de la moutarde en interculture, qu'il avait du blé. Je lui ai fait faire quelques travaux du sol. Et donc je valide. J'appuie ici. La simulation est effectuée avec succès et je regarde les résultats. Et donc ça, c'est si l'agriculteur ne fait rien, il est parti d'une situation qui était assez faible et malheureusement, les pratiques qu'il a décidées ou pas décidées, elles vont le conduire vers une augmentation de ses infestations au chardon. Et là, on peut déplier l'arbre. Et donc, à chaque fois qu'il y a un point noir, on peut redéplier l'arbre. Si c'est en vert, ça veut dire que la technique, elle est bonne ou que la pratique, elle est bonne, elle n'est pas peu favorable. Et par contre, si c'est en jaune, ça veut dire que ça peut être quand même avec un impact moyen. Et si c'est rouge, ben, ça veut dire que ça peut avoir un impact très important. Donc, vous voyez, par exemple, là, le fait qu'il n'ait pas mis de prairie, ça arrive en rouge. Par contre, le fait qu'il ait mis une culture avec une certaine densité ou le fait qu'il ait choisi un couvert, bon, son type de couvert, il est pas mal, mais la façon dont il arrête son couvert, c'est pas terrible. Donc ça, c'est très facile pour utiliser ensuite avec les agriculteurs parce qu'on voit très rapidement que si c'est rouge, si c'est vert, ça va pas. Et puis, on peut le faire revenir au départ et lui dire, bah, voyez, si vous aviez mis une prairie, eh ben, ça aurait changé, ce serait passé du rouge au vert et ça aurait permis d'avoir une meilleure maîtrise de votre chardon. Idem pour le couvert. Si vous avez choisi un autre couvert, ben, ce serait peut-être passé du jaune au vert, etc. Et donc, ça peut vraiment être utilisé comme un outil d'aide à la décision pour comprendre soit ex ante, ex post pourquoi j'ai eu du chardon ou ex ante pourquoi comment je pourrais faire pour plus en avoir. Et avant de re-arrêter, je vais vous montrer tout de suite une autre sortie, un autre résultat de notre projet ACDC. Et c'est donc un petit film qui a été fait sur le chardon. Alors, c'est plutôt l'équipe allemande qui a fait ça et il est en plusieurs langues. Et je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble notre... voilà, j'espère que vous allez entendre quelque chose. Alors, je suis désolée, c'est en anglais mais normalement, il y a le sous-titrage en français. Expanding in patches by creeping roots are one of the most troublesome perennial Vous entendez weeds bien? in the temperate regions of the world. Oui. The weediness and persistence of creeping thistles mainly depend on their vegetative growth and creeping root system. Creeping thistles have a vertically expanded root system reaching 3 meters into the soil. Donc, au début, ça décrit un peu le chardon. Donc, si vous voulez, je peux passer un petit peu plus loin, hein. Vous pourrez le retrouver facilement sur le site. Donc, après, ça parle voilà, de la croissance du chardon. Plants germinating in spring or early summer may produce aerial shoots 20 to 25 centimeters high during the first season. The low-ground shoot parts, cut at the post-bloom stage, produce new shoots. Je peux aller un petit peu plus loin si vous voulez. Donc après, ça va parler aussi des pratiques. The increase of periods with competition and the disturbance of the system. Disturbance by ploughing suppresses thistle's creeping organ reproductive capacity and patch growth. Instead of ploughing, the same effects can be achieved with minimal soil disturbance by cutting roots and defoliating the above-ground parts. Shaded plants produce fewer shoots than unshaded plants, as thistles
are very sensitive to light competition. Subsidiary crops, growing in the same period between two main crops, enhance light competition. Perennial legumes or grasses are the most reliable measure to ensure thistles face competition. Competition for light, nutrients, and water reduces thistle infestation on organic fields. Thistles additionally suffer from frequent mowing. A synergistic effect on creeping thistles can potentially be achieved via the combination of both root disturbance and competition from the subsidiary crop. This thistle root growth animation has been Voilà. Bon, je vais arrêter pour retrouver ma vidéo là, ici. Donc, attendez, je termine juste ça. Donc, je reviendrai deux secondes là-dessus. Donc là, ce modèle, il est donc la plateforme AirShiny, elle est disponible en ligne. Donc vous avez le lien ici, et donc ça peut être utilisé euh, lors de conseils, de transferts, de formations, etc. Et donc c'est très facile à utiliser, c'est très convivial, etc. Ça, c'était aussi une autre tâche, mais je vais passer rapidement, qui avait été faite par l'INRA de l'UMR Agronomie à Paris, avec Muriel Valentin-Morisson, où il s'était posé la question, donc ça c'est une méta-analyse sur l'effet positif global des couverts intermédiaires sur la lutte contre les plantes vivaces, et il en était ressorti, bon, vous pourrez le regarder plus en détail si ça vous intéresse, que tous les couverts pouvaient avoir une incidence positive sur la gestion des vivaces, et en particulier les couverts mixtes, les associations, ainsi que l'absence du travail du sol préalable qui pourrait contribuer donc à réduire la biomasse, surtout pour le cas du chardon des champs. Donc ça, c'est la vidéo que je vous ai montrée, que vous pouvez retrouver sur le site ACDC Weeds. Elle est en plusieurs langues. Au début, elle s'est faite en allemand, et elle est aussi en anglais. Voilà, donc pour ceux qui sont intéressés en allemand, elle existe aussi. Alors, par rapport à ce qu'on nous avait demandé aux contributions aux enjeux d'éco-phyto, ben, ce projet, bien sûr, la lutte contre les vivaces, c'est toujours un problème d'actualité, puisque les vivaces, elles agissent, elles ont un impact sur le rendement, sur la qualité de la récolte, et puis ben, l'usage des herbicides, on essaye quand même de pouvoir le diminuer. Et ça reste une problématique d'importance, même si le glyphosate est réautorisé. Et donc, ce qu'on en a compris, c'était que c'était vraiment une combinaison de pratiques qui pouvait permettre de gérer des plantes comme le chardon, hein. C'est jamais une seule technique, hein, c'est vraiment une combinaison de pratiques ou un effet partiel, mais c'est le fait de pouvoir complémenter ces pratiques que ça peut avoir une efficacité qui peut être acceptable. Donc, comme par exemple la compétition grâce aux prairies, la fréquence de déchômage et la compétition des cultures. Voilà, tout ça et d'autres techniques qui peuvent être peut-être moins impactantes, mais qui ont toutes un petit effet partiel, mais c'est la complémentarité de toutes qui donne une efficacité. Alors, au niveau des perspectives, il y a une équipe qui a travaillé sur le contrôle biologique, hein. Vous pourrez retrouver, je l'avais envoyé, toute la bibliographie et toutes les très, très nombreuses publications qui ont émané de ce projet européen. Donc, avec des bioherbicides comme l'acide pélargonique, qui a pu montrer des efficacités qui pouvaient vraiment être très intéressantes et se passer du glyphosate. Il y a également des prototypes de coupes racines horizontaux. Donc, ça, c'était avec le Danemark. Donc, je vous ai mis ici deux photos qui ont été testées sur 3 sites en Europe du Nord et qui ont montré vraiment aussi des efficacités très intéressantes, avec des efficacités variables, mais très intéressantes. Et il y a aussi un outil qui a été mis au point par les Danois, avec une imagerie par drone qui a été intégrée dans 2 plateformes informatiques et qui permettent aux agriculteurs danois qui l'utilisent et qui en sont très satisfaits de pouvoir détecter les adventices en séparant les plantes vertes des céréales qui sont plus jaunes et plus sénescentes. Et je remercie toute mon équipe et particulièrement Barbel Guérovitch qui était la leader du projet et tous mes collègues nord-européens
avec qui on a passé des très bons moments. Mais je vous remercie tous aussi pour votre écoute. J'espère que j'ai gardé le temps. Merci. Oui, Oui, merci. merci Merci Marie-Hélène. Marie-Hélène. Oui, vous êtes bien dans les temps. Merci. On a le temps pour quelques questions rapidement. Voilà, donc je vous invite à utiliser le modèle QR qui est à votre disposition. Je crois par contre, Caroline, pour les panélistes, c'est directement à l'oral des présentateurs s'ils veulent poser des questions. On ne peut pas écrire, je crois, dans le... Oui, tout à fait. Donc, et donc voilà, j'allais dire aux panélistes, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement en attendant qu'on reçoive des questions dans le module QR. Du coup, je commence. Vous m'entendez bien? Oui, Caroline. Oui, alors du coup, Marie-Hélène, merci beaucoup pour la présentation de ces travaux et puis pour justement l'approche vraiment systémique enfin, que vous avez mis en œuvre en fait pour montrer que par une diversité d'actions, en fait, on arrivait en fonction des contextes, etc., à lutter notamment contre les chardons, qui ont été montrés en exemple ici, mais aussi pour les deux autres espèces qui ont été étudiées. Moi, j'ai une question sur justement quel a été un peu le retour des agriculteurs, alors peut-être en France et puis à l'échelle européenne. Est-ce que du coup, c'est des pratiques qui sont devenues un petit peu, qui sont vraiment passées dans leur quotidien, on va dire, ou est-ce que, il y a encore des freins à mettre en place ces alternatives? Merci, oui. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que les modèles, on les a construits par bibliographie, mais aussi par expertise. Et on a fait des ateliers, tu entends parler tout à l'heure justement, Caroline, d'ateliers participatifs. Et dans ces ateliers, on avait réuni aussi des agriculteurs, qu'ils soient en agriculture biologique ou en conventionnelle, pour qu'ils puissent témoigner aussi de l'incidence des chardons. Et puis des... Alors, c'est vrai que les agriculteurs, ils sont démunis, mais souvent, ils ont pas, ils comprennent pas forcément pourquoi il y a tel endroit, ils ont des chardons. Tel endroit, ils en ont pas, alors que des fois, ils ont exactement les mêmes pratiques et ils comprennent pas pourquoi il y a des ronds de chardon qui peuvent exister et se développer. L'an dernier, on a travaillé, par exemple, avec Dijon. Et on s'est rendu compte que vraiment une des pratiques qui était la plus efficace, c'est vraiment de mettre une prairie comme de la luzerne pendant 2, 3 ans et de la faucher. Et ça, ils en sont bien conscients, les agriculteurs, ils le savent, hein, tout le monde, tous, ils le disent. La pratique la plus favorable, c'est de faucher. Alors, déjà, des intercultures, c'est déjà bien, et de faucher des intercultures, mais de mettre une prairie et de faucher des prairies. Mais malheureusement, c'est pas toujours possible, c'est pas toujours évident. Et finalement, l'histoire du glyphosate, par exemple, ben, ça les pénalise pas tant que ça parce qu'ils le disent. Une année de glyphosate, ça suffit pas vraiment pour se débarrasser des chardons. Il faut souvent plusieurs années de glyphosate. Et donc, le fait de plus pouvoir utiliser glyphosate, ils savent bien que de toute façon, c'est des mesures agronomiques et la combinaison de mesures qui pourra faire que on se débarrassera du chardon et qu'il n'y a pas il y a pas de solution miracle et il n'y a rien dans les tiroirs en plus qui pourrait permettre à l'avenir de savoir. Et par contre, c'est vrai que comprendre les situations, donc par exemple les OAD, les drones et tout ça, qui permettent de comprendre les situations, ben, ils en sont friands aussi parce que voilà, il y a des interrogations. Vraiment, moi j'ai rencontré des agriculteurs, ils ne comprenaient pas pourquoi ils avaient du chardon à tel endroit et qu'ils n'en avaient pas. Des fois, il y a des spots là et puis après, il n'y en a plus du tout. Et il y a encore des mystères, par exemple tout ce qui est la reproduction sexuée aussi. On sait qu'il y a une reproduction sexuée qui est possible, mais à un taux infime, mais qui pourrait quand même jouer aussi un rôle non négligeable. Il y a certainement une diversité génétique aussi des chardons qu'on ne maîtrise pas encore aujourd'hui et qui pourrait aussi jouer un rôle. Enfin, voilà, il y a encore beaucoup de questionnements et je crois que les agriculteurs sont bien conscients du rôle important de l'agronomie. Euh, et de voilà, de l'agronomie dans la gestion des vivaces. Ouais. Mm. Alors, Merci beaucoup. on va passer au projet suivant pour respecter les timings. Je suis désolée, hein, je suis obligée de couper. Pas de problème. Donc, Enguerrand, je vais vous passer la Parole. parole. Si je peux juste me permettre, vous pouvez quand même poser vos questions dans le QR et Marianne pourrait répondre par écrit. C'est possible si jamais il y a une question.
Indiquez bien le nom du projet auquel vous posez votre question dans le module QR, s'il vous plaît. Je commence. Donc, Enguerrand Burel de l'ITAB. Moi, pour ma part, je vais vous présenter les résultats du projet Capable, qui était intitulé ainsi pour contrôler vivaces et pluriannuels en agriculture biologique. Alors, si j'arrive à faire passer le diaporama. Voilà. Donc, en fait, c'est un projet qui a été mené pour essayer de trouver des solutions pour la gestion du chardon des champs et des rumex otieux et crépus. Alors, les rumex, il y en a plein. On a choisi de se focaliser sur ces deux types de rumex parce qu'en fait, ce sont les deux rumex les plus problématiques rencontrés dans les systèmes en grande culture. Donc, on a fait un focus sur ces adventices qui sont particulièrement difficiles à gérer. Et le but du projet était de synthétiser les connaissances et les innovations sur les techniques de gestion de ces deux adventices en grande culture biologique. Alors, le fait de travailler sur la biologie, ça nous a permis de trouver des leviers alternatifs à l'utilisation de produits phytosanitaires euh, pour la gestion de ces vivaces. Alors, c'est un projet qui était mobilisé en trois axes. Donc, un premier axe plutôt sur la mobilisation de connaissances liées aux praticiens. Donc, via un travail d'enquête en ligne, mais aussi une traque à l'innovation, des ateliers de co-conception. On a également travaillé sur des essais en conditions contrôlées pour mieux comprendre la biologie du rumex et également des essais en in situ, donc des essais systèmes qui ont combiné un ensemble de stratégies, puisque, comme l'avait dit Marie-Hélène dans la présentation précédente, le postulat de départ, c'était que c'était bien une combinaison de pratiques qui permettait de réguler ces vivaces au niveau des parcelles. Et puis, on a essayé d'évaluer ces pratiques, en tout cas le changement de pratique, via Sister, un outil d'analyse de multicritères qui a permis de déterminer l'impact de ce changement sur les aspects économiques, environnementaux ou organisationnels. Et on a aussi également travaillé sur un outil de décision qui s'appelle Odera Vivas, pour avoir un outil opérationnel pour orienter les choix des producteurs sur leur pratique. Alors, pour présenter quelques résultats, c'est un projet qui a produit beaucoup d'éléments. J'ai choisi de me focaliser sur quelques éléments. Tout d'abord, sur le travail d'enquête qui a été mené en début de projet. En fait, il y a des enquêtes en ligne qui ont été menées pour essayer de déterminer dans quelle mesure le chardon et les rumex étaient problématiques dans les systèmes de grande culture bio et de voir aussi les pratiques qui étaient mises en œuvre pour les gérer. Et donc, ce qu'on a fait sur ces enquêtes, c'était de regarder la relation statistique qu'il peut y avoir entre l'évolution perçue du chardon et du rumex et les pratiques qui étaient mises en œuvre. Et donc, ça nous a permis de trouver un certain nombre d'éléments assez intéressants. Donc, d'une part, sur les pratiques a priori efficaces ou contre-productives contre les différentes adventices. Donc, c'est ce que je présente ici, mais aussi de relever qu'il y a un antagonisme sur certains types de pratiques, en tout cas sur les corrélations observées. Typiquement, si on prend le cas du rumex, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait un antagonisme vis-à-vis du chardon, c'est-à-dire que les outils les plus performants, c'était les outils à dents, alors que dans le chardon, on voit que c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt les outils à disque. Donc les déchômages en interculture avec des outils à disque qui sont les plus efficaces. Alors, bien entendu, la question est en fait bien plus complexe que uniquement c'est juste un questionnaire, puisque les outils à dents, par exemple, il y en a plusieurs types. Et donc, c'est ce qu'on va voir un petit peu à la suite en termes de conclusion sur les étapes du projet. Et c'est un élément déjà de réflexion intéressant. Donc, ce qu'on a pu voir également, c'est grâce aux différents travaux qui ont été menés, donc d'une part, les essais en conditions contrôlées, qui nous a permis de mieux comprendre la biologie du rumex, mais aussi les essais in situ, des essais systèmes qui ont été menés sur une rotation, alors relativement courte, parce que c'était dans la durée du projet de 3 à 4 ans, suivant les dispositifs qui ont été mis en place partout en France. On a pu établir un certain nombre de préconisations, de conclusions sur les systèmes qui ont permis une évolution régressive du chardon et du rumex. Donc, dans le cas du rumex, ce qu'on a pu voir, c'est que, bien entendu, l'élément clé, c'est la bonne connaissance du cycle de cette adventice, un peu comme le chardon, mais avec quand même quelques éléments clés.
C'est-à-dire que les essais en conditions contrôlées ont permis de déterminer qu'à partir du stade 3 feuilles, enfin au-delà du stade 3 feuilles, le remix devient beaucoup plus robuste et difficile à gérer au niveau des pratiques, simplement parce qu'il y a une élongation racinaire qui est particulièrement importante et une croissance aérienne qui est exponentielle. Et avec une capacité de régénération aussi du blanc qui va avec. Il y a également la construction des systèmes qui est très importante, un peu comme pour le chardon. Donc, dans le cas du rumex, en fait, les systèmes qui ont le mieux fonctionné pour la gestion de cette vivace, ça a été l'alternance de cultures d'hiver, d'été et de printemps à la fois sur les 3 ans. Donc, ça a permis également d'aménager des fenêtres d'intervention assez importantes. Et puis, enfin, le dernier élément stratégique qui a été relevé, c'était une stratégie de désherbage qui était de scalper et d'extraire le rumex au niveau du sol, puisqu'en fait, le rumex a une capacité de régénération assez importante. Et après avoir sectionné le rumex et l'avoir laissé dans le sol, ce n'est pas suffisant et ça peut être contre-productif et faire en sorte que le rumex se développe au niveau des parcelles. Dans le cas du chardon, on va avoir des préconisations un peu différentes. C'est-à-dire qu'en fait, sur le chardon, c'est vraiment les déchômages répétés qui sont effectués à l'été ou au printemps qui sont efficaces, avec un petit bémol sur les pratiques, puisqu'elles doivent être adaptées localement. C'est ce qu'on a pu voir dans les essais. Par exemple, dans le cas du sud de la France, on a des étés qui sont particulièrement secs, et ce qui fait que les déchômages sont moins efficaces, puisque de toute manière, ce n'est pas une période pendant laquelle le chardon se développe énormément. Et ça doit être plutôt, on doit privilégier plutôt des fenêtres d'intervention au printemps. Pour le chardon, il y a également les outils à bon recouvrement qui sont importants, et c'est là un élément d'explication de ce qu'on a pu voir lors des enquêtes sur le fait qu'elles soient mal considérées par les agriculteurs en moyenne. C'est que tout simplement, il faut avoir un bon recouvrement dans les interventions entre les dents. Et donc, évidemment, les dents droites sans ailettes vont fragmenter le chardon et donc favoriser la multiplication des repousses et ne pas permettre un bon contrôle au niveau de la parcelle. Donc c'est pour ça que on peut noter quand même qu'en moyenne, les outils à dents, il peut y avoir un antagonisme sur la gestion du rumex qui, eux, peuvent les utiliser dans la partie extraction du rhizome. On a noté également que les systèmes les plus performants, c'est ceux qui incluaient le labour. Alors, le labour seul n'est pas un levier efficace pour gérer le chardon, mais par contre, en combinaison avec les autres pratiques, on a une certaine efficacité, de même que les binages sur sol sec tout simplement pour éviter les repousses, et également les cultures étouffantes par le choix de l'orge, du seigle ou de cultures associées. Alors, pour répondre aux enjeux Ecophyto, en fait, ce projet a apporté quelques éléments. Déjà, ça a démontré la faisabilité de la gestion du rumex et du chardon dans des contextes sans herbicides. On a un outil qui est aujourd'hui aussi opérationnel. Alors, par contre, que sur la partie Hauts-de-France, parce qu'on a calé Odera Vivace sur la France entière, mais on n'avait pas eu un jeu de données suffisant pour aller jusqu'à la phase de validation dans les autres régions. Et puis, on a un ensemble de stratégies de gestion, et notamment des stratégies innovantes qui ont été recueillies auprès des producteurs, donc qui a fait tout l'objet d'un pan du projet, mais qu'il faudra quand même valider, puisque on en est qu'au stade du recueil, même si on a mis en place une réflexion sur essayer d'objectiver d'un point de vue agronomique et au regard de la biographie existante, les leviers qui ont été recueillis. Il faudra les tester pour savoir dans quelle mesure ces éléments sont transposables dans d'autres contextes. En termes de valorisation de transfert de résultats, on a communiqué tout le long du projet et en fin de projet. Encore récemment, on a communiqué au sein de Pôle Bio c'est aussi un autre webinaire sur lequel vous pourrez avoir accès en ligne. On a des éléments méthodologiques qui ont fait l'objet d'une publication scientifique sur la partie track à l'innovation. Et puis 2 articles un peu clés par rapport aux résultats du projet sur le chardon du rumex dans Perspective agronomique et qui reprend les résultats des essais in situ, mais aussi l'évaluation multicritère. On a faiblement et modestement contribué un petit peu aussi au projet ACDE WIZ avec quelques partenaires du projet
qui ont participé aux ateliers de discussion sur l'outil. En perspective de ce projet, donc ça se recoupe quand même pas mal sur les éléments qui ont été présentés sur ACD Wiz, notamment sur les connaissances à produire sur les variations génétiques et phénotypiques. Hein. Clairement, il y a plusieurs travaux qui tendent à montrer qu'il y a une génétique assez variable suivant les régions. Et donc, ça peut être une potentielle explication à des phénomènes qui sont parfois considérés comme aléatoires sur l'apparition ou le comportement du chardon ou du rumex au niveau des parcelles. Il y a également l'antagonisme des pratiques. Hein. Ça a été un peu relevé par le projet, même s'il n'y a pas eu un focus très important dans les travaux qui ont été menés. Ça reste quand même une perspective de travail à poser à la suite. Un travail sur les indicateurs de suivi. Nous, on a travaillé uniquement sur les indicateurs les plus connus, donc le nombre de plantules par mètre carré, les stades de développement, mais en réalité, il peut y avoir aussi des éléments intéressants à creuser, notamment sur la biologie, via une meilleure connaissance des phases de stockage et déstockage des réserves. Parce que clairement, une des grosses problématiques des vivaces, c'est leur capacité à se régénérer et à remobiliser les réserves pour émettre rapidement de nouvelles plantules. Et puis, le travail a poursuivi donc, sur l'Odera vivace, pour lequel est dans le reste de la France, tester des innovations qui ont été recueillies auprès des producteurs. Et pour finir, donc, c'est pour présenter les différents partenaires été, qui ont contribué à ce projet. On est une quinzaine de partenaires. C'est l'occasion de les remercier encore une fois pour leur contribution, eux et aussi tous les producteurs qui ont contribué aux différentes phases d'enquête, notamment sur la phase de track et innovation. Donc voilà pour la présentation du projet Capable. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Merci. Alors, du coup, il y a une question d'Armel Gallet à toi, Enguerrand, Oui. sur quelle a été la perte, le gain de rendement pour les agriculteurs De suivi pour réduire l'infestation au niveau des parcelles. Donc on a plus sur travaillé un sur gain. l'évolution que sur l'impact même sur le rendement qui est pas forcément qui peut être quantifié. Hein. On peut retirer les plantules sur une surface donnée et voir l'impact que ça va avoir. Et dans le cas des lilas, c'est particulièrement complexe puisqu'il y a une répartition spatiale assez importante. Et donc on a préféré travailler sur l'évolution dans les essais qui ont été mis en place chez Licitane. Ok, merci. Et du coup, moi, j'ai une question pour toi par rapport à cet antagonisme qu'on a vu en termes de matériel à mobiliser pour lutter à la fois contre le rumex ou contre le chardon, avec l'antagonisme entre outils à dents et outils à disque. Est-ce que c'est imaginable que dans la traque à l'innovation que vous avez faite, il y ait justement des outils qui aient été auto-construits ou enfin, voilà, qu'il y ait des Exactement. développements de... Ouais, on a eu ce type de démarche. Et ouais, alors, si je me rappelle bien, un outil avec un filin qui permettait de scaper justement l'intégralité du sol sur le passage de l'outil, donc ce qui était assez intéressant. Donc il y a eu un petit peu d'autoconstruction. Globalement, les pratiques qui ont été mises en œuvre, c'était plutôt un ensemble de pratiques. On avait par exemple des personnes qui ont voulu travailler sur la fertilité du milieu pour rendre les cultures plus compétitives vis-à-vis des adventices. Mais c'est beaucoup d'éléments sur lesquels, en fait, alors, mis à part les outils en eux-mêmes, où en fait la logique rejoint un peu celle qu'on a dans le projet, il faudra quand même passer par une phase de validation avant de pouvoir les conseiller auprès d'autres producteurs. C'est pour ça que j'ai choisi de ne pas trop faire le focus pendant la présentation là-dessus. Même s'il y a des choses très intéressantes à creuser, on n'est pas encore sur une phase de démultiplication de genre de pratique. Et juste pour repréciser quand même, hein, sur les types d'outils et les outils à dents, il y a un point qui est important, c'est que c'est vraiment les outils à dents droites pour lesquels il peut y avoir un antagonisme entre le chardon et le rumex. Parce qu'en fait, la logique pour le chardon et le rumex, c'est de travailler au maximum la largeur du sol. Et si on a des outils à bon recouvrement, ils sont valables hein, pour les deux types d'adventices. Ok, oui. Alors, on va passer à la suite des présentations, voilà, pour ne pas se mettre
trop en retard sur les timings. Je vais passer la parole à Cindy. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez les inscrire dans le module Q&R en écrivant le nom de l'intervenant ou du projet. Voilà, vous voyez la présentation? Oui. Très bien. OK. Mais merci pour l'invitation et merci à Agnès d'avoir bien situé le sujet. Ça soulève quelques questions que si les gens ne les posent pas, moi, je vais les poser et répondre pendant ma présentation. Donc, le projet était sur l'identification et hiérarchisation des facteurs biotiques de risque de choc bactérien en verger d'abricot. Et donc, c'est une maladie qui, comme la plupart des bactérioses, peut être sporadique et qu'on peut ignorer ou il peut faire les titres dans les revues. Donc, je vous donne un exemple un petit peu. Donc, on bascule entre panique et oubli de ces maladies. Donc, à garder en tête que la bassin méditerranéenne est le premier producteur européen de abricots. Et dans le Rhône-Alpes, par exemple, on a une grande production où en 2010, par exemple, 50% des vergers ont été touchés par cette maladie. Et donc, c'est grave parce que ça abîme le corps de la plante et donc ça peut atteindre pas simplement la production d'une année, mais les productions futures. Et il y a une absence de résistance génétique majeure chez l'abricot contre cette maladie. Comme pour la plupart des bactérioses, phytobactérioses, il n'y a pas de produits phytosanitaires efficaces. Les gens font recours au cuivre, mais pas plus. Et donc, ça fait que les pratiques culturelles deviennent très importantes pour réduire l'impact de la maladie. Donc, notre objectif, c'était de poser une question qui semblait évidente en début de projet. Vous allez voir que c'est une question qui finalement est moins évidente. C'est que l'état sanitaire initial des plantes, les plantes qui issues de pépinières, ont un rôle sur la vulnérabilité des abricots en verger. Et par conséquent, il serait important d'évaluer ça et si ce n'est pas important, de regarder les autres types d'exposition à la bactérie que la plante peut avoir. Mais au début, on a vraiment focalisé sur l'état sanitaire de la plante qui sort de pépinière. Donc, les principaux résultats qu'on avait réalisés, et donc à travers ces résultats, vous allez voir ce qu'on avait fait. Première question, c'est de valider qui est vraiment responsable de cette maladie. Quelle souche de Pseudomonas syringae? Parce que dans la bactériologie classique, il y a des pathovars, etc. Mais étant donné la diversité de cette bactérie dans l'environnement, on voulait juste vérifier. Et on a démontré, avec la mise au point des tests de pouvoir pathogène, qu'il y avait une grande diversité génétique de Pseudomonas syringae qui était capable de provoquer la maladie à travers le complexe d'espèces. Et ce que ça implique, c'est que de développer un outil de diagnostic et de détection est très compliqué parce qu'il faut prendre en compte une diverse gamme d'organismes et on ne peut pas développer un seul sonde. Donc ça, c'était le premier constat. Et deuxième, c'est en utilisant ces méthodes d'identification, on est allé voir l'état sanitaire en pépinière et on a quand même constaté qu'en fonction de pépiniéristes, il y avait 35 à 85% des porte-greffes qui portent des bactéries dans ce complexe potentiellement pathogène. Okay? Et donc, c'est des chiffres variables et c'était un peu le jeu de ce projet, c'était de gérer la délivrance de cette information sans dévoiler le nom des pépiniéristes parce que on pouvait imaginer que leur image pourrait être abîmée par cette information parce qu'on n'était pas encore au point de voir quelles étaient les implications. Donc, ils n'étaient pas très contents, même individuellement, d'apprendre que leur plante portait. Mais ce qu'on avait
réalisé, c'est que grâce à la plantation de ces différents arbres, surtout à Gautron, avec Laurent Brun, unité expérimentale de l'INRA à Gautron, et on a continué à observer ces arbres au-delà de la fin du projet pour au moins 4 ans, qu'il n'y a pas un effet significatif de l'état sanitaire, impact de son état sanitaire au moment de la plantation sur son destin sur 4 ans. Et c'est là où on était un peu... c'est pas qu'on a baissé les bras, mais on était... ça, c'est absolument pas ce qu'on attendait, c'est parce qu'on a fait le projet simplement pour dire il faut nettoyer et on peut vous donner des solutions pour nettoyer en fonction du pépinière, mais c'est pas ce qu'on a observé. Et pourquoi il n'y a pas un effet sur l'état sanitaire? C'est parce qu'à partir du moment qu'on plante la plante en verger, il est exposé à de nombreux réservoirs naturels de Pseudomonas et que toutes les plantes peuvent devenir infectées ou contaminées, on va dire. Et après, le destin de sa santé est en fonction de leur conduite. Et donc, c'est là où on avait démontré, il y a cette barre, je ne sais pas si vous l'avez sur... Oui, voilà. On a démontré que les pratiques agronomiques sont très puissantes pour gérer la bactériose, et en particulier la taille en gobelet, plus greffage à 120 cm de hauteur au lieu de le greffage bas, plus le choix variétal. Et juste pour... Ah oui, il faut que je touche l'écran à nouveau. Juste pour indiquer, en greffant à 120 cm de hauteur, on réduit les intrants chimiques à 25% et on réduit la mortalité par 85% des charpentières. Okay? Et donc, ça, c'est assez puissant. Donc, qu'est-ce que cette information pourrait contribuer aux enjeux de Ecophyto? C'est, je pense, aider un peu d'esprit sur comment on doit considérer la présence des organismes qui portent les noms de phytopathogènes par rapport à comment la production doit réagir. Et donc, la simple présence dans une culture de plantes d'un micro-organisme ayant un pouvoir pathogène potentiel est seulement un des facteurs qui peuvent contribuer au processus qui conduisent à une maladie. C'est la base de l'épidémiologie parce qu'on apprend sur le triangle de l'épidémiologie, la plante, l'interaction plante, au bioagresseur et environnement, mais c'est là où le rôle de l'environnement, il est clé. Okay? Et donc, il est possible de vivre avec la présence de certains de ces micro-organismes à travers des pratiques agronomiques et des pratiques qui fragilisent la plante. Okay? Il faut éviter ces pratiques, il faut les identifier. Et ces pratiques qui fragilisent vont pousser la prolifération de l'agent phytopathogène. Donc, il faut éviter cette prolifération de l'agent phytopathogène. Donc, les actions l'Ecophyto pourrait proposer ou qui pourrait proposer aux producteurs, c'est un soutien des réseaux de partage d'expériences autour des pratiques agronomiques prophylactiques, comme un petit peu qui est fait dans le réseau DEFI, par exemple. Mais il faut les dispositifs d'expérimentation multifactorielle chez les producteurs pour qu'ils ne basent pas leurs observations sur les anecdotes. Donc, peut-être une aide pour les aider, eux, à choisir les plantes et choisir comment ils vont faire les observations pour avoir assez de données prises de façon homogène qui peut permettre des analyses statistiques. Parce que quand nous, on récupère les données d'enquête qui est fait par les chambres d'agriculture, etc., sans un vrai dispositif, quand on veut faire les analyses statistiques, on a du mal, on a beaucoup de mal. Ce qu'on a valorisé et transféré, c'est qu'on avait fait plusieurs publications deux amphitoma, et on avait organisé une journée autour de Pseudomonas syringae pour les pépiniéristes, les producteurs, etc., où on avait une trentaine de participations. Et c'était vraiment une opportunité pour eux de poser leurs questions. Et nous, on avait fait des présentations scientifiques, mais à la portée de tout le monde. Et c'était un bon moyen de faciliter les échanges.
l'unité expérimentale à Gotteron de l'INRA continue des travaux sur les pratiques ergonomiques et réaliser la vulgarisation de leurs résultats régulièrement. Une autre perspective, c'est que on a réalisé ce projet parce que c'était au moment qu'on voyait la création des outils de détection moléculaire qui peut être réalisée sans un équipement particulier. C'est-à-dire le PCR, on a besoin d'un cycleur, etc., on a besoin de laboratoire. Mais il y a des techniques maintenant d'amplification qui sont de plus en plus accessibles à tout le monde et qui n'ont pas besoin d'équipement spécialisé. Et donc, c'est pour ça qu'on avait dit c'est le moment de le faire. Donc, on voit que ces techniques-là, on n'a pas besoin de les appliquer chez les pépiniéristes. Par contre, on a quand même réussi de les développer avec les sondes pour les différentes lignées. Et donc, c'est à travers l'outil qu'on appelle LAMP qui amplifie l'ADN dans un tube qu'on ne va pas ouvrir, mais qui va changer couleur en fonction de l'amplification. Et cet outil pourrait quand même être utilisé pour la sélection variétale ou même d'autres espèces sensibles aux mêmes lignées, et pourrait aussi pour l'efficacité des moyens de gestion de réservoirs d'inoculum, pour voir si on élimine ou on réduit l'abondance de ces bactéries avec les pratiques. C'était un petit projet qui était organisé par Luciana Parisi, qui était un chercheur à cette unité et qui a pris sa retraite peu après le COVID qui était un événement très dur pour nous parce que ça nous a juste stoppé net dans la plupart de notre recherche. Et moi, j'ai pris la suite après sa retraite, aussi avec la collaboration de Laurent Brun à URI Gotteron, où il continue vraiment à travailler ce sujet sur d'autres financements ou par sa propre curiosité, et avec Jean-Marc Odergrand de la unité de recherche GAF ici à Avignon, et en collaboration avec CEP Innovation, qui était l'autre partenaire. Et ils nous ont mis en lien, CEP Innovation, avec plusieurs pépiniéristes qui toujours souhaitaient d'être anonymes, donc on garde leur anonymité, mais ils étaient quand même utiles, ils nous ont permis de visiter, ils nous ont fait une formation sur comment ils réalisent leur travail. Et donc, les remerciements, c'est surtout les personnes techniques et administratives de l'ensemble de nos unités. Donc, je vais arrêter là. Et je vais juste faire quelques remarques en attendant les questions. Donc, Agnès a évoqué biocontrôle comme une des possibilités. Et je pense que il ne faut pas entendre biocontrôle comme on arrive avec un organisme qu'on va faire par inondation en espérant qu'il va intégrer la communauté microbienne. Je pense que pour ce thème-là, étant donné l'abondance microbienne déjà existante, il faut voir si la gestion des pratiques culturelles pourrait aussi changer la microflore. Et ça, c'est où il faut plus de recherche et il faut voir comment on favorise la microflore, couvre-sol, nutrition, est-ce que la taille a un impact sur la microflore? Il faut comprendre pourquoi la taille fonctionne déjà. Okay? Et l'autre chose, c'est que je vois qu'il y a une question, où ici, la détection en pépinière était peut-être pas en lien avec la santé. D'autres maladies comme la bactériose de kiwi, c'est sa voie principale de dissémination. Donc, il ne faut pas faire une généralisation sur l'ensemble des maladies provoquées par Pseudomonas syringae sur les arbres. Okay? La maladie sur kiwi, il est vraiment transmis principalement par l'échange de matières végétales contaminées. Voilà. Cindy, du coup, il y a plusieurs questions. Oui. Je vais commencer par la première qui est apparue d'Armel Gallet. Donc, pour savoir quels étaient les vecteurs de Pseudomonas syringae. OK. Donc, Pseudomonas syringae, une bactérie est liée au cycle de l'eau. Et donc, la pluie, le vent, elle bouge des distances très, très longues. Et donc, elle est habituée à vivre dans la litière, dans les bassins de rétention de l'eau, d'irrigation. Elle est partout, les substrats liés avec l'eau.
Je suis désolée, je vais vous demander de répondre aux questions directement à l'écrit si ça ne vous dérange OK, pas, Cindy, très pour bien. voilà, qu'on puisse suivre les timings. OK, Il mais y en a merci. beaucoup dans une seule. OK. Merci à vous, Cindy, pour cette présentation. Philippe, je vais vous passer la parole. Oui, merci. Alors, voilà, je pars de la diapo principale. Donc, moi, je vais vous parler. Donc, bonjour, déjà, je me présente Philippe Cousinier. Donc, je suis animateur national, donc réseau thème. Hein, on est une dizaine d'animateurs au niveau national à s'occuper de l'enseignement agricole. Alors, on est en interface hein, entre l'enseignement agricole, la recherche, enfin, l'ensemble des partenaires, hein, le développement. Et donc, du coup, je vais vous parler de la partie qui nous concerne, hein, plus spécifiquement la gestion des adventices, hein, en vous parlant des projets existants. Dans un premier temps, je présenterai donc les acteurs clés au niveau de réseau thème. Et puis ensuite, les politiques publiques que je suis obligé de vous mentionner pour comprendre en fait comment ça se déroule. Les projets nationaux essentiellement, des résultats d'enquête pour vous montrer ben, les impacts finalement par rapport à Ecofito et quelques perspectives. Donc tout sera à disposition, bien sûr, avec des liens actifs pour accéder à diverses ressources. Alors l'équipe, on est une dizaine, alors j'ai mis flèche pour ceux qui concernent plutôt la gestion des adventices. Donc il y a moi-même, animateur sur les thématiques agronomie et éco-phyto, mon collègue Vincent Giano qui est donc plutôt sur l'agroéquipement et le numérique, et Hervé Longy sur le bio et l'agriculture biologique de conservation. Donc ensemble, on est sur différents projets qui nous réunissent sur ces questions. Il y a d'autres acteurs que je mentionne également parce qu'on travaille en partenariat avec eux. Alors, c'est notamment la Bergerie nationale de Rambouillet qui est en charge au moins 3 projets éco-phyto. Donc, il y a la question de la betterave avec les néonicotinoïdes, mais il y a surtout Ecophyto Terre qui est un projet national et le projet Résabé sur le bio qui est également national. Il y a ensuite l'Institut Agrocampus de Florac qui travaille avec nous, donc, notamment avec Solagro, INRAE et ACTA. Donc, tous ces projets sont suivis par nous, hein. Et il y a également le partenariat avec les régions, les DRAF, hein, au travers du réseau des chargés ADT, ça veut dire animation et développement des territoires, animation, développement, expérimentation, innovation. Voilà, et l'inspection accessoirement. Alors, par rapport aux politiques publiques, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle d'éco-phyto, on est obligé de citer d'autres aspects. Donc, déjà, le plan enseigner à produire autrement, qui est finalement l'agroécologie au niveau de l'enseignement. Donc, actuellement, nous finissons le plan numéro 2 en 2024. Et il y aura un troisième plan, donc je ne peux encore dévoiler les détails. La sortie du glyphosate est quelque chose d'actualité chez nous. Ça a été décrété en 2020 et il y a une note de service qui en parle. Donc, pour les 19 000 hectares concernant nos exploitations, donc, on a cette demande-là. Ecophyto, c'est un engagement dont j'ai été acteur à partir de 2010 et qui a été même en avance hein, sur les réseaux défis dans l'enseignement agricole. Donc aujourd'hui, on est présent sur tous les dispositifs pratiquement qui existent. Il y a également la loi Egalim qui influe donc voilà sur la production et tout ce qui est bio, signe de qualité, sachant que le bio, c'est environ 36% de la SAU en 2024, qui correspond à une forte augmentation dans les dernières années. Par rapport aux projets nationaux, donc j'en citerai 3 plus un groupe de travail. Alors, il y a Ecophytoterre, vous aurez la cartographie, hein, c'est un ensemble de collectifs hein, qui ont travaillé donc, sur toute la France et également sur 2 DOM, donc 31 établissements au total. Le séminaire final a eu lieu cette année là à Tours et il y aura une suite, nous l'espérons, donc sur d'autres fonds OFB.
Glycose EPA, c'est un autre projet qui est porté par l'Institut Agro de Florac, avec 13 établissements, dont l'objectif est de sortir du glyphosate, justement, avec quelques difficultés. Donc, à ce stade, il n'y a pas encore de résultat. Mais les difficultés, c'est par exemple l'agriculture de conservation des sols sans glyphosate, qui fait partie pratiquement d'une des contraintes les plus connues. Voilà, mais on y travaille. Il y a ensuite Reza B, voilà, qui lui est sur le bio. J'ai mis l'exemple de Chartres, j'y reviendrai. Et il y a le groupe de travail Réseauthème, où nous travaillons spécifiquement à la demande de la Direction générale de l'enseignement et de la recherche sur l'ACS et les techniques culturales simplifiées sans glyphosate, donc avec des journées techniques, ce qui se traduit par souvent de l'ABC, hein, agriculture biologique de conservation. Donc là, il y a évidemment zéro herbicide. Nous avons beaucoup d'exploitations qui sont intéressées en fait pour basculer en ACS et on verra que l'ACS est très développé dans l'enseignement agricole par rapport à ce qu'on observe sur la ferme France. Voici la cartographie donc pour le projet Ecophytoterre qui est finalisé. J'ai mis quelques résultats donc sur cette diapo concernant la baisse des IFT. On voit que les progressions sur les insecticides et fongicides en baisse, hein, sont conséquentes. Elles le sont moins sur les herbicides. On voit bien que c'est là qu'il y a probablement de la reconception et en tout cas des travaux à faire pour le futur. Sachant que les systèmes de culture ont plutôt stagné sur les grandes cultures en termes de niveau de phyto, sachant que la moyenne IFT en grande culture, c'est 2,67, et ce, malgré le déploiement de nombreux leviers, dont j'ai mis un certain nombre, je ne vais pas tous les citer, dans cette diapo, qui montre qu'en fait, il y a eu pas mal de travaux qui ont eu un impact plutôt observable, donc hors herbicide. Alors, concernant le glycose EPA, je n'ai pas de résultat. Néanmoins, il est intéressant de noter que dans ce projet-là, il y a une méthodologie qui est très particulière, en fait, qui consiste à croiser les regards entre des experts. Alors, les experts, c'est Solagro, INRAE, ACTA, avec les acteurs de terrain, avec nous, Réseauthème, avec des enseignants, des apprenants, pour trouver un ensemble de stratégies permettant de résoudre en fait le fait de sortir du glyphosate et de trouver des alternatives. Donc ce projet est en cours. Il a fait l'objet d'un article dont j'ai mis la référence en fin de ce diaporama dans la revue AES de l'AFA. Alors, parmi les autres projets en gestion des adventistes, je pense que moi j'avais noté Chartres avec l'ITAB. Je pense il doit s'agir, je suppose, du projet qui a été cité là, a priori. Il y a également des projets en agroéquipement et en bio. Voilà, donc là, je maîtrise moins le détail. Et puis, il y a surtout un ensemble de défis XP avec les lycées agricoles. Donc, on voit qu'il y en a eu 23 en 2023, en plus des défis fermes. Et dans ces défis XP, j'en ai noté un certain nombre qui sont associés à la question de l'anerbement. Par exemple, le projet Sol, qui est porté par un établissement qui est basé en Alsace, en maraîchage bio, qui combine à la fois l'anerbement et la fertilité, ou des projets comme la canne à sucre à La Réunion, où il s'agit de baisser l'IFT de trois quarts, que ce soit en glyphosate ou autre, hein. Alors, j'ai réalisé une enquête nationale qui permet d'avoir un petit peu la mesure de l'engagement du public, je précise, parce que le privé n'a pas pu être analysé dans cette étude. Donc, la surface agricole utilisée correspond à près de 19 000 hectares sur 192 exploitations.
L'engagement éco-phyto, bon, en gros, c'est pratiquement les trois quarts des exploitations, un petit peu plus si on inclut le bio et les GI2E. La sortie du glyphosate, alors, c'est autour de 80% des exploitations et beaucoup plus en termes de surface. On est à 96% de la SAU sans glyphosate à l'heure actuelle dans l'enseignement public. Le bio a également progressé énormément, de même que HVE, hein, les certifications en général. L'agroforesterie fait partie des pratiques les plus répandues. Euh, Près de 90% des exploitations l'utilisent, avec des replantations de haies notamment, qui est la première pratiquement pratique en agroforesterie. Euh, bon, j'ai mis un certain nombre de données. Ce qui est assez remarquable dans l'enseignement agricole, c'est que bon, le B est très élevé, hein, 36%. L'ACS est 22% de la SAU, ce qui est quand même assez conséquent par rapport à la moyenne Ferme France, qui est autour de 3%, si je ne me trompe pas. Et on a également une montée en flèche des nouvelles technologies numériques, telles que GPS, drones, etc. Concernant les régions, hein, sur le terrain, voilà à peu près la cartographie que j'ai mis en place pour les engagements donc, par région. Voilà. On voit qu'elle est majoritaire dans tous les cas, avec des variantes. Concernant la sortie du glyphosate, si on regarde strictement les exploitations, ben, c'est pas, on n'est pas à 100%, on est à 80% à peu près aujourd'hui. Ça stagne. On est surtout bloqué sur 13% des exploitations qui ont vraiment de grosses difficultés en fait à s'en passer, mais sur des surfaces qui restent finalement assez faibles si on regarde de près, puisque le graphique des surfaces, donc réalisé avec précision donc pour l'année 2023, montre qu'il n'y a que en fait de faibles surfaces au regard de la SAU cultivée globale. Donc, on est en progression malgré tout sur la baisse de l'abandon du glyphosate. Concernant les perspectives dans l'enseignement agricole, alors ben là c'est en cours, hein. Il y a notamment par SADA. Moi j'ai été contacté par le projet Grammiscible où on pense signer avec trois établissements, Chartres, Sommevel et Nérac, pour prochainement un projet. Alors ça concerne les graminées en grande culture et ce sera principalement dans nos lycées sur le désherbage mécanique et la reconception du système de production. Il y a d'autres projets en 2024, notamment en biocontrôle, qui est en émergence et en développement chez nous. Euh, on a la suite d'Ecophytoterre qui devrait probablement passer par SADA, à voir. Moi, je reste en contact, si vous voulez, pour faire du partenariat avec la recherche, si effectivement nous sommes sollicités. Parce que je dois dire que, étant au CSO RI depuis 2019, il y a vraiment un vrai souci de partenariat avec la recherche. L'enseignement agricole est souvent mal connu ou négligé par rapport à certains partenaires, ce qui fait qu'on reste un peu trop en retrait, à mon avis. Et puis, dernier point d'information, c'est que dans la mesure 9 de la PLOA, on va avoir des experts associés, donc des chercheurs, pour l'enseignement agricole. Donc, actuellement, on est sondé, nous, Réseauthème, sur des expertises possibles qui correspondent à des demandes. Alors, je vous mets dans la diapo, et j'en aurai fini avec cette présentation, dans la diapo qui suit. Enfin, en tout cas, les thématiques qui me concernent à moi, ce pas les seules, hein, d'autres collègues en ont d'autres, mais voilà, toutes les thématiques que j'ai mis dans cette diapo, que ce soit du diagnostic de durabilité à la génétique végétale, font partie du champ que je côtoie régulièrement. Donc, il y a beaucoup de reconceptions. Il y a des approches très systémiques et il y a des approches, on va dire, un peu plus spécifiques. Toutes ces approches font partie de l'actualité et de travaux divers et variés quoi, que je mène au quotidien. Voilà en quelque sorte les éléments principaux que j'ai à vous partager. Alors, l'équipe est représentée ici.
et je vous ai mis en ressources un certain nombre de liens pour vous informer un petit peu plus sur les projets nationaux et en savoir un petit peu plus sur ce qui est fait au niveau de l'enseignement agricole. J'espère que Mer- j'aurai tenu le timing. Merci beaucoup, Philippe, pour justement cette ouverture au, à ce que vous faites dans les lycées agricoles et l'importance en fait aussi de faire connaître à la fois enfin, de travailler ensemble, chercheurs, parties prenantes sur le terrain, enfin acteurs agricoles et puis lycées agricoles. Donc, tu as deux questions qui te sont posées. La première, c'est quels sont les points bloquants donc, qui empêchent la sortie du glyphosate sur les 13% des fermes, là, le graphique que tu nous as montré tout à l'heure. Et une autre question où on te remercie de la présentation et la question porte sur les chiffres qui sont donnés donc, pour les terrains publics uniquement et pour connaître la proportion public-privé justement. Et en D'accord. gros, est-ce que la majorité des terrains est plutôt public ou privé? Ok, alors je vais commencer par l'ordre. Oui, alors les points bloquants, on les connaît hein, puisqu'on les a demandés. Vous avez le détail, si vous voulez, dans mon Padlet là, que j'ai mis en ressources, où il y a les résultats de l'enquête détaillés, où il y a une diapo sur tous ces points bloquants, justement, par rapport alors, ce chiffre de 13% évolue d'une année sur l'autre, mais en gros, il reste valable. Hein. Ces points bloquants sont variés. Bon, déjà, il ne s'agit pas de n'importe quelles exploitations. C'est pratiquement toutes en culture annuelle, grande culture. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, le profil de ces exploitations est plutôt moins avancé sur l'agroécologie, je dirais, que la moyenne. Donc le nombre de leviers est moindre. Troisièmement, alors parmi les points de blocage, on a souvent la main-d'œuvre qui est invoquée. Il y a vraiment un gros souci par rapport aux choix qui ont été faits et en termes de rémunération des salariés agricoles, quoi. Ils n'arrivent pas à gérer. Donc le glyphosate est une solution de facilité dans tous les cas. Il- Alors c'est aussi une solution miracle qui est gardée en réserve par rapport au climat trop sec, trop humide. Donc, on va jouer sur ça. Donc, certaines exploitations l'ont arrêté pendant 3 ans et d'un seul coup se mettent à le réutiliser, mais parce que c'est un blocage climatique et ils n'ont pas la main-d'œuvre nécessaire. Voilà, c'est des exemples, hein, mais il y en a beaucoup plus de blocages en fait. Ça, c'était pour la première question. Euh, concernant les exploitations, alors on a deux chiffres hein, concernant les établissements agricoles de formation. En gros, vous avez 200 établissements dans le public et dans le privé, il y en a 800. Donc il y a beaucoup plus. Mais si on regarde les exploitations cette fois, c'est inversé. Dans le public, il y a 192 exploitations. Dans le privé, il y en a une quarantaine. Donc il y a beaucoup moins d'exploitations dans le privé. Donc, tout dépend de ce qu'on regarde. Hein. Voilà. Donc là, l'enquête, elle porte que sur le national pour la simple raison que les DRAF ne remontent pas les chiffres du privé suivant en fait les DRAF. Certaines régions les remontent, comme la Bretagne, mais pas toutes. Donc c'est par souci d'exactitude, je me suis limité au public. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Et j'en profite, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions à alimenter le QR. Je me demandais si par rapport à la présentation de Cindy, tu avais des exemples peut-être en tête de lycées agricoles sur lesquels il y a des vergers et où s'est posée la problématique du chancre bactérien, par exemple. Et plus globalement à vous deux, du coup, je poserai la question parce que Cindy, il me semble que vous l'avez évoqué, l'idée d'avoir un peu des sites pilotes et de long terme, de suivi de long terme, en fait, sur lesquels on pourrait avoir une profondeur à la fois de données et d'analyse pour justement pouvoir embrasser un petit peu à la fois les pratiques agronomiques, mais aussi les contextes pédoclimatiques, etc. Enfin, voilà, embrasser un petit peu
tous les facteurs quoi, qui sont susceptibles de jouer dessus. Je peux répondre juste rapidement, passer la place pour Philippe. Ce que je constate en travaillant avec les producteurs, ils sont prêts à tout faire, mesurer. Pardon. Par contre, ils sont sur les anecdotes, ils n'ont pas une méthode scientifique. Et donc, je pense qu'avec juste un peu de formation, ils pourraient créer les choses très puissantes. Et donc, l'intérêt de faire ce type d'observatoire. Merci. Oui, alors, je ne sais pas si Cindy connaît cette exploitation, mais donc l'exploitation de Valence, hein, le Valentin, on travaille avec Gauthieron, avec Sylvain Oui, mais Simon voilà. en Ouais. particulier. Voilà, mais là, ils ont eu un problème assez ancien où ils ont dû arracher leur verger. Voilà, mais entre-temps, ils ont décidé de reprendre sur l'abricotier, justement. Donc là, je ne sais pas précisément où ça en est, mais en tout cas, c'est celui qui se rapproche le plus, je pense, des travaux qui ont été présentés, en fait, pour la vallée du Rhône, quoi, hein. Ouais. L'arboriculture dans l'enseignement agricole est assez peu, je trouve, développée par rapport à la viticulture, par exemple, où on a une trentaine d'exploitations viticoles. En Arbo, c'est 5-6, quoi. Une des plus connues, c'est Montauban-Moissac. Mais après, voilà, c'est... euh, Par contre, il y a une diversité, je dirais, une diversité relativement importante des situations arboricoles qu'on trouve en lycée, quoi. Puisqu'on a la clémentine, par exemple, à Borgo, en Corse. Voilà, actuellement, on réfléchit sur un projet à Perpignan, on veut se lancer dans les agrumes, hein, compte tenu pour une nouvelle exploitation. C'est un cours de réflexion. À Tesa, on a des abricotiers à Rivesaltes. Mais voilà, ils ont d'autres problématiques, je pense, au niveau du verger que celle-ci, quoi. Alors, Et c'est en alors, bio. C'est en bio. je vais Merci beaucoup, Philippe. Ouais, Merci. vas-y, Je vais clôturer ce webinaire. Il y a encore une question dans le module QR. Philippe, je vais vous laisser y répondre à l'écrit, s'il vous plaît. Mais on a passé la barre des 15 heures, donc on n'est plus dans le temps. Voilà, donc je Je vais... veux dire au revoir parce que j'ai une contrainte. Merci. Au revoir, OK, Cindy. au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Sonia, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, moi, c'est tout bon. Je peux laisser Caroline et Agnès si elles veulent conclure aussi ce webinaire. Mais voilà, je veux dire qu'on est aussi toujours ravis de voir que les projets qui ont été financés, cofinancés par Ecofito-Eri peuvent donner aussi des suites, voilà, qui peuvent se continuer. Donc, ça, c'est plutôt toujours agréable à voir. Donc, voilà, et merci vraiment à tous pour ces présentations très intéressantes.